Elle se fera évidemment sur la plateforme Zoom. Et donc, bon, il y aura des communications, il y aura des informations et il y aura aussi des surprises. Pour finir, je reviens à nos partenaires de Mafoder que je remercie encore une fois. J'avoue, je reconnais que je ne connaissais pas la société. Donc, je les invite à présenter leur société, leurs produits et surtout leur savoir-faire qui peut être utile à nous architectes. Merci encore et bonne conférence à tous. La parole est donc à M. Nourdine Azouz. Alors, monsieur Nourdine Azzouzi, directeur général adjoint du pôle aménagement urbain de Mafoder. C'est lui donc qui va démarrer cette formation, on le remercie. Et tout de suite après, il sera suivi de monsieur Jean Laroy, le général manager de Urbastyle, qui nous donnera une idée, un aperçu de ce qui se fait en Europe dans les aménagements urbains en béton spéciaux. Alors, les règles donc pour ce webinaire, donc les questions seront à la fin. Nous entendrons donc les interventions de nos deux conférenciers et vous pourrez leur poser vos questions donc à la fin des deux interventions. Alors, bienvenue Sinoldine, bienvenue parmi nous, bienvenue parmi les architectes et c'est à vous la parole. Merci, c'est Karim. Vous voyez mon écran, c'est Karim? Oui, oui, excellent. Voilà. Bon, bonjour tout le monde. Merci, Monsieur le Président du Conseil régional des architectes de la région Tanger. Merci aux architectes qui sont présents avec nous aujourd'hui pour le thème de notre webinaire. Donc moi, je me présente, je m'appelle Nourdine Azzouzi, je suis le DGA du pôle aménagement urbain de Mafoder Group. Mafoder, c'est un groupe qui existe depuis pratiquement 35 ans. On a commencé au début dans les métiers de la fonderie. C'est une fonderie que la plupart des gens connaissent au niveau du rond-point de Hasvan. Ensuite, on a développé pas mal de métiers complémentaires, notamment le béton préfabriqué. D'ailleurs, on a fait une présentation pour les architectes il y a quelques semaines. Et après, on a cherché un peu un métier à plus de valeur ajoutée et à partir de là, on a développé des bétons spéciaux pour le mobilier urbain. Donc la présentation, je vais essayer de ne pas être trop long. Je vais présenter un petit peu les intérêts de ce matériau-là et les possibilités qu'il permet pour vous, architectes et paysagistes, dans vos projets de développement. Je vais présenter quelques projets concrets qu'on a réalisés au Maroc et qui mettent en avant un peu les différents critères que je vais présenter par rapport aux matériaux. Et ensuite, on va finir par Monsieur Yann, qui est notre partenaire belge, qui va nous présenter un peu les tendances en Europe et comment l'Europe qui nous a précédés il y a des dizaines d'années par rapport à ce matériau, par rapport à ce métier, et quelles sont les tendances qu'on peut, pourquoi pas, ramener chez nous au Maroc. Donc, la première question qui va se poser, c'est pourquoi le béton pour l'aménagement extérieur? Pour préciser, donc, moi, je vais focaliser plutôt sur la partie mobilier urbain. Donc, après, on peut même parler de tout ce qui est revêtement en dalle spéciale. D'ailleurs, Yann peut très bien nous en parler parce qu'ils font beaucoup de volume en Europe par rapport à ce matériau. Au Maroc, on n'est pas trop dans cette logique. On est plutôt sur tout ce qui est béton imprimé, désactivé, pavé ou autre. Mais on n'est pas encore sur des grandes places avec des dalles en béton fabriquées en usine. Mais s'il y a des questions par rapport à ça, on peut aussi répondre. Donc, moi, j'essaie un peu de rassembler les avantages de ce matériau dans 7 points. Le premier point, c'est la durabilité. Le deuxième, la flexibilité. Ensuite, la personnalisation, le vandalisme, la maîtrise technique, le design et la finition. Donc, je développe chaque point avant de passer au projet concret qu'on a réalisé, comme j'ai dit. Donc, la durabilité, donc vous êtes architecte, vous le savez, les bétons sont principalement… Excusez-moi, la présentation n'est pas visible, chauffeur. Il n'y a pas le partage de votre écran. On ne voit rien. C'est le noir. Vous voyez pas mon écran? J'ai commencé le partage d'écran, mais on ne voit rien. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, je ne vois pas de présentation.
Karim, c'est la même chose? Non, pour moi, je vois les diapos. Moi aussi, je vois la On va présentation. dire. Je sais pas comment. Peut-être il faut se déconnecter et revenir, peut-être. Ouais, bon, ben, on va essayer, d'accord. C'est bon, Karim, je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer, on voit l'écran. Très bien. Donc, je disais que de point de vue durabilité, vous êtes architecte, vous le savez peut-être mieux que moi, c'est que sur le béton, on a deux principales caractéristiques pour la durabilité. C'est la résistance à la compression et c'est la résistance à la flexion. Donc la compression, elle est principalement définie en termes de dosage de ciment et de formulation. Et la résistance à la flexion qu'on peut donner à notre béton, soit en utilisant des armatures, et dans ce cas, on parle de béton armé, soit en utilisant des fibres, et dans ce cas-là, on parle de béton fibré. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est par rapport à cette durabilité, c'est voir un peu comment est-ce que le béton, pourquoi il se comporte mieux que les autres matériaux par rapport aux différentes interactions que le matériau a par rapport au climat, par rapport aux activités humaines, à l'environnement et la voirie. Et là, moi, j'ai fait un petit tableau pour résumer un peu ces impacts par matériau. Et, par exemple, on peut voir sur l'aluminium et l'inox, on voit qu'il résiste très bien à l'eau, au soleil, au gel, à la corrosion, au sable et au feu, mais il reste des matériaux trop chers. Donc, on ne peut pas s'amuser à faire des bancs, des tables, des corbeilles en aluminium ou en inox. Si on prend le béton, à part le fait qu'il faut être sûr qu'on a respecté un certain nombre de critères, notamment l'enrobage et la qualité de l'eau de gâchage, le béton peut très bien fournir pratiquement les mêmes caractéristiques de durabilité par rapport aux différents facteurs externes de ce matériau. Encore plus, il y a des bétons spéciaux aujourd'hui, notamment le BFUB, le béton à ultra haute performance, qui donne pratiquement les mêmes performances que l'inox et l'aluminium. Ça veut dire que c'est des matériaux qui résistent très bien à l'eau, au soleil, au gel, au feu. Et c'est des bétons qui ne sont pas armés, c'est des bétons qui sont fibrés et qui donnent de très bonnes caractéristiques de durabilité. Le deuxième critère, c'est la flexibilité, que je résume en 3 points. Le premier, c'est la forme. Aujourd'hui, une fois on maîtrise notre coffrage, une fois on maîtrise nos moules, on peut penser à une infinité de formes de mobilier. J'ai mis quelques photos, après on verra un peu plus dans le détail. On peut faire des galets en utilisant un moule spécial en silicone par exemple. On peut mettre une corbeille un peu déformée. En tout cas, c'est une question de maîtrise de moule et de coffrage qui permet de faire, comme j'ai dit, des formes très variées. Le deuxième point par rapport à la flexibilité, c'est la couleur. Et là, on le fait en utilisant des pigments d'origine synthétique. Principalement, on utilise de l'oxyde de fer, parce que ça permet quand même de faire de la coloration, mais de la coloration qui va durer dans le temps. Parce que ce mobilier-là, il va quand même subir l'environnement dans lequel il est installé, en termes d'ensoleillement, en termes de pluie, en termes de vent. Et donc, cette couleur-là, on doit être sûr qu'elle va quand même être maintenue et garder sa netteté au fil des années. Le troisième critère de flexibilité, c'est la possibilité d'utiliser avec d'autres matériaux. L'avantage du béton, c'est qu'on peut l'utiliser avec du bois, avec de l'inox, de l'aluminium, du slige. Vous voyez une photo en bas, on a fait des bancs et on a mis cette empreinte marocaine, cette trace marocaine qui est le slige marocain. C'est vraiment une infinité de possibilités de mariage de matériaux différents pour s'adapter aux différents projets ou bien aux différents contextes du projet en question. L'autre point qu'on peut évoquer par rapport à ce matériau, c'est la personnalisation. Oubliez l'idée que le béton ou bien le banc en béton, c'est un grand bloc en béton qui est volumineux, imposant. Aujourd'hui, on peut faire des choses assez sympas. Encore une fois, comme j'ai dit, il suffit de maîtriser le matériau et les moules. Et après, on peut tout faire avec ça. Aujourd'hui, vous avez un projet d'aménagement d'une résidence avec un nom, avec une identité visuelle ou d'emplacement ou d'écologie. On peut très bien mettre ça dans votre mobilier pour rappeler cette logique ou bien rappeler cet ADN de projet. Je vous ai mis 2 exemples là. Donc, le premier en bas, c'est le projet de la forêt de Bouskoura. Donc, on a livré pratiquement 1600 pièces et toutes les pièces sont gravées avec le logo et le nom de la forêt. Le deuxième exemple, c'est la photo en haut. C'est des bancs qu'on a livrés en Côte d'Ivoire et on a imprimé carrément sur du béton blanc, on a imprimé
enfin, c'est des matrices qu'on met dans les moules. On a imprimé carrément le logo du Sénat ivoirien. Et ça vous donne un peu comment on peut, à travers le bloc de béton, on peut apporter cette signature qui va faire que votre mobilier il est unique, même si on va trouver des blocs comme ça partout ailleurs, mais votre mobilier reste unique par rapport à cette signature et par rapport à ce logo-là. Après, on peut faire différentes dimensions, différentes profondeurs. On peut le faire en négatif ou bien en positif. Donc, tout ça, on sait faire sans aucun problème. L'autre critère qui est très important, surtout dans le contexte marocain, c'est le vandalisme. Je suis sûr et certain que vous avez vu partout au Maroc, là où vous êtes, là où vous rendiez ou là où vous visitez, on a souvent du mobilier qui est vandalisé, surtout quand il s'agit de bois, de métal, d'inox ou d'aluminium ou de fonte. C'est des matériaux, premièrement, qui sont plus ou moins légers, contrairement au béton qui peut être posé et fixé par son propre poids. Et le deuxième critère, c'est que même si on arrive à voler du béton, on ne peut pas le revendre en fait. Contrairement au bois, contrairement à l'acier, qu'on peut facilement vendre au kilo dans les ferrailles. Après, c'est des matériaux qui sont refondus ou bien qui sont revendus en l'état, contrairement au béton. Et ce qui explique quelque part la tendance un peu haussière de l'utilisation de ce matériau-là pour l'aménagement de nos villes au Maroc. Et d'ailleurs, l'Europe nous a précédés par rapport à ce créneau-là. L'autre point, c'est la maîtrise technique. Donc, on parle toujours de mobilier urbain en béton qui est préfabriqué. Ça veut dire que c'est un produit qui est fait en usine. Ça veut dire qu'il respecte un certain nombre de contrôles, que ce soit au niveau de la matière première, au niveau du processus de production ou bien au niveau du produit fini. Il y a une certaine traçabilité qui est aussi garantie par le processus industriel. On parle d'une usine qui est certifiée ISO 9001. Il y a un certain nombre de contrôles internes, d'autocontrôles, qui permettent quelque part d'avoir une assurance et une garantie par rapport à la qualité du produit livré. On parle aussi d'un produit qui est normé. Donc là, aujourd'hui, il y a la norme relative aux matériaux, ça veut dire au béton, qui est normée partout au monde. Il y a une norme marocaine, il y a aussi la norme européenne. On parle aussi d'une norme qui est dédiée au banc. Donc, on parle de la norme, par exemple, NF 90-610. Donc, c'est une norme qui est dédiée au banc public, qui définit un certain nombre de contrôles qu'il faut faire au niveau des assises, au niveau des dossiers, pour être sûr, d'une part, que ce banc est stable, et d'autre part, qu'il ne va pas constituer un risque pour les utilisateurs. L'autre point, c'est le design. C'est un point, je suis sûr et certain que ça va vous parler, vous, architectes. Comme j'ai dit, en fait, il y a deux éléments principaux dans le développement du mobilier urbain en béton. Le premier, c'est le matériau, c'est qu'il faut maîtriser le béton, et le moule. Une fois on a la maîtrise de ça, on peut vraiment imaginer les formes qu'on veut, les dimensions qu'on veut. Là, j'ai mis une pouffe, j'ai mis à côté un banc un peu particulier, sous forme d'un petit pont avec des courbures et tout. Maintenant, encore une fois, c'est une infinité de possibilités qui s'offrent à nous une fois on a la maîtrise de ces deux éléments-là. D'ailleurs, Yann, après, il peut en parler. Urbacil, aujourd'hui en Europe, je pense qu'il a signé des partenariats avec une trentaine, une quarantaine de designers qui signent leur mobilier urbain. Ça veut dire que ça devient aujourd'hui, ça devient de l'art et on commence à personnaliser les produits. On commence vraiment à faire adhérer aussi les designers pour développer ce métier-là. Le dernier critère, c'est la finition. On ne va pas dire qu'il y a une infinité de possibilités par rapport à la finition, mais il y en a quand même pas mal qui permettent de différencier le mobilier et de permettre une certaine cohérence dans ce mobilier-là par rapport à son environnement et par rapport à l'espace où on va l'installer. Donc, on parle de finition de point de vue finition surface. Donc, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le brut décoffrage, il y a le béton lisse, il y a le lissé, il y a le béton poli, il y a le béton désactivé. Et après, on parle de finition en termes de couleur. Donc, on peut faire de la coloration naturelle, ça veut dire avec un béton blanc, mais en utilisant un ciment blanc et une gravette blanche. Comme on peut utiliser la coloration à travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers des pigments colorés d'oxyde de fer. Par rapport aux différents types de béton, on ne va pas trop vous alourdir par rapport au concept technique, mais c'est toujours bien à savoir. Aujourd'hui, il y a 3 grandes familles de béton. Donc, il y a le béton architectonique. C'est généralement pour des pièces volumineuses avec un design plus ou moins simple. C'est généralement du béton armé, mais avec de la gravette traitée, nettoyée, sélectionnée.
Ensuite, il y a le béton renforcé de fibre de verre. Donc, il n'y a plus d'armature, donc on passe à la fibre de verre. L'avantage, c'est que le mobilier devient plus résistant et plus durable en ce qui concerne l'armature, parce qu'en fait, le béton armé, le point faible reste l'armature. Il faut respecter quand même un certain nombre de mesures, notamment par rapport à l'enrobage et, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'eau de gâchage et en fonction de l'environnement où le banc est installé. Donc, quand on va un peu contourner ces critères-là, on passe à des bétons beaucoup plus spécifiques, plus puissants. Et là, je parle du GRC. Et encore plus loin, on parle du BFUB. Donc, le béton fibré à ultra haute performance. Et là, c'est des bétons vraiment très performants qui peuvent aller jusqu'à pratiquement 230 mégapascales à 28 jours. C'est des bétons qui sont utilisés aussi pour les bétons de façade. Mais il y a pas mal quand même de mobilier urbain aujourd'hui qui est fait avec ce matériau-là. Donc là, je vais aller directement sur les références qu'on a pu réaliser au Maroc. L'idée, ce n'est pas vraiment de vous montrer ce qu'on a fait. L'idée, c'est de vous montrer un peu les critères qu'on a listés, comment on peut concrètement les démontrer, ou bien vous montrer un peu comment on peut les exécuter concrètement sur les produits. Donc, le premier projet, c'est un projet qu'on a fait à Casablanca, c'est la corniche de Ain Diab. Là, c'est un banc plus ou moins, disons, classique, quoi. C'est un béton gris, poli. La particularité, c'est c'est un banc qui est monté, en fait. Ce n'est pas un seul morceau, mais c'est plusieurs morceaux qu'on viendra monter comme du Lego. Et là, il y a une question qui va revenir, c'est par rapport à l'assistance au niveau des chantiers. Donc, ça veut dire qu'on est conscient aujourd'hui qu'il faut accompagner les entreprises, les maîtres d'ouvrage, les architectes et les paysagistes pour que ce mobilier-là puisse être posé en respectant les règles de l'art en termes de stabilité et en termes de fixation. Dans le même projet, donc, il y avait d'autres zones qui ont été prévues pour les piétons. Et là, l'architecte paysagiste est allé vraiment sur un autre design, sur un autre matériau. Donc, c'est des bancs blancs en BFUB, ils ne sont pas armés. Et vous voyez un peu comment on change de forme trop classique, avec des angles droits, avec des formes assez usuelles, à des formes plus designées, plus affinées, avec des colorations aussi plus vives et qui se marient encore une fois. Là, j'ai exprès mis la photo avec la pergola au-dessus pour voir un peu comment on peut avoir un mobilier qui va se marier très bien avec son environnement, que ce soit un environnement vertical par rapport à la pergola ou bien par rapport aussi au revêtement. Et là, on vient quand même qu'il y a une certaine nuance par rapport aux couleurs entre le revêtement, entre le pergola et tout l'environnement dans lequel le banc est installé. L'autre point qu'on a parlé tout à l'heure, c'est la partie personnalisation. C'est un élément qui nous plaît beaucoup parce que ça nous permet aussi, à nous aussi de dire voilà, c'est un produit spécial pour un projet spécial et on est souvent très content d'avoir un mobilier qui est vraiment marqué et qui est dédié à un environnement et à un chantier bien particulier. Et là, c'est l'exemple de la forêt de Bouskoura. Vous voyez que toutes les pièces sont marquées avec le logo de la forêt, avec le nom de la forêt, que ce soit les tables, les corbeilles ou bien les bancs. Ensuite, sur même le projet Bouskoura, donc on avait aussi fait des supports comme ça. Donc, généralement, on voit des supports comme ça, mais ils sont souvent métalliques. Mais là, l'architecte, il a insisté pour faire tout en béton blanc. Et même là, pour avoir des supports, pour avoir la carte de la forêt, avoir les différents endroits, la définition un peu des différentes plantes et les différents coins de la forêt. Donc, il a utilisé aussi des murs en béton. Et tout ça, c'est préfabriqué en usine et livré et installé en chantier. Un autre produit que vous voyez très souvent dans nos villes, c'est les bornes anti-stationnement. Là aussi, je vous ai montré un peu des bornes demi-sphériques ou des bornes cubiques. Mais encore une fois, on maîtrise un peu le matériau et le moule. Franchement, les possibilités sont infinies. On peut faire tout ce qu'on veut, différentes finitions, différentes colorations, différentes formes. Là, c'est des projets qu'on a fait à Jadida. Le deuxième en jaune, c'est à Bni Mellal. C'est un projet d'ailleurs qui est toujours en cours. Et après, bon, c'est vous dire à quel point on peut vraiment s'amuser à travailler sur les finitions et les colorations. Là, c'est un banc très classique. Vous en avez vraiment sûrement vu un peu partout au Maroc et en Europe, ce qu'on appelle les bancs Socrate. C'est des bancs plats. C'est un banc plat en béton. L'avantage, c'est qu'il tient avec son propre poids. Donc, on vient poser, on n'a pas besoin de fixer ni de penser à de l'ancrage au sol. Et après, l'avantage aussi, c'est qu'il y a tellement de volume
qu'on peut faire beaucoup de personnalisation. Donc, on peut faire vraiment du gravage, on peut faire du logo, on peut même faire de l'inscription. J'ai vu pas mal de choses très sympas en Europe. On peut même faire du texte sur le banc et les gens, en utilisant le banc, ils peuvent même commencer à lire quelques proverbes, quelques phrases un peu phares de nos hommes politiques ou des gens qui ont marqué un peu nos nations. Après, il y a des bancs un peu plus classiques. En U, c'est des bancs qui sont très prisés par les architectes paysagistes parce que d'une part, ils ne sont pas très compliqués en termes de design et de production. Ils ne sont pas très chers non plus en termes de prix. Et ça permet de faire beaucoup, encore une fois, beaucoup de possibilités en termes de couleurs et en termes de finition. Le banc à gauche, vous avez deux finitions. En haut, vous avez une finition qui est désactivée. Et sur les côtés, vous avez une finition qui est polie et lisse. Et ça permet aussi de faire beaucoup de… c'est vraiment de pouvoir personnaliser ce mobilier-là en fonction du projet, en fonction un peu de la vision de l'architecte qui gère le projet. Ensuite, il y a des bancs un peu classiques. Ça, c'est un projet qu'on a réalisé au niveau de Mondiapolis à Casablanca. Vous voyez un peu des bancs pleins avec une assise un peu réduite, avec des dossiers un peu réduits, des bancs en U, des bancs un peu spéciaux avec des pieds cubiques. Donc, c'est vraiment pour vous dire à quel point les possibilités sont infinies par rapport à ce matériau et par rapport à ce mobilier. Ensuite, encore une fois, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc là, on a fait des jardinières pour Snatsa, pour la SAZ. C'est la ville écologique qui est entre Mohammedia et Casa. Et eux, ils travaillent beaucoup sur ces éléments-là de personnalisation du mobilier et ils veulent vraiment mettre leur logo sur tout le mobilier pour vraiment avoir une identité visuelle très reconnue par toutes les personnes qui passent par ce territoire. On peut faire aussi des galets à différentes couleurs, différentes tailles, différentes finitions. Et ça, on en voit un peu en Europe, dans les grandes places. Ça permet d'avoir des éléments affinés, mais qu'on peut un peu disposer dans différents endroits des places publiques. L'autre élément dont on a parlé tout à l'heure, c'est la possibilité d'utiliser plusieurs matériaux avec le béton. Donc là, c'est l'exemple d'un produit qu'on a réalisé aussi à Casa. Donc vous avez un peu la structure en béton qu'on viendra habiller avec un autre matériau. Donc là, on a mis de l'acier galvanisé thermolaqué et on a habillé avec du bois traité c'est un endroit qui est fermé. Donc on a pu suivre un peu le client parce que c'est un endroit qui est fermé, qui est sécurisé et donc qui limite quelque part le risque de vandalisme par rapport surtout au bois. Parce que généralement, vous mettez ça dans une place publique non surveillée. Demain, vous allez venir, les latés de bois, ils seront sûrement enlevés et volés. Là aussi, c'est l'autre exemple dont on a parlé. Donc, encore une fois, le béton avec le zlige. Ça vous montre à quel point on peut vraiment personnaliser. On peut mettre une empreinte ou bien une touche marocaine à notre mobilier qui peut être tout à fait design, tendance, mais avec quand même notre touche marocaine à travers le zlige. Et ça, c'est un zlige réel. Donc, on a fait un banc en béton, on a laissé une réservation. On a fait appel à un partenaire marocain qui fait du zlige marocain traditionnel, Aitmanos, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Et ensuite, donc, on a incorporé le zlige à l'intérieur du banc en béton. Encore une fois, donc là, je l'ai dit en introduction, on a fait quelques projets de tramway, notamment les deux premières lignes de Casablanca et la deuxième ligne de Rabat. Et souvent, là, vous voyez un peu le mariage, on peut avoir un banc dont les pieds sont métalliques et avec une assise en béton en béfube. Donc ça, on avait livré sur la deuxième ligne du tramway de Casablanca. Et c'est pour vous dire à quel point vous pouvez vraiment dessiner votre mobilier et nous, on est capable de vous suivre à travers le savoir-faire qu'on a pu cumuler sur le matériau. Donc, pour finir, j'aimerais bien revenir sur les clés de réussite par rapport à ce métier-là, par rapport à ce matériau-là. Donc, le premier, c'est la maîtrise des matériaux. Ça veut dire c'est le contrôle qualité, c'est le choix des matières premières, notamment en termes de calibrage, de coloration, de propreté, de dosage et de vibration. Parce qu'encore une fois, c'est un béton. Donc, c'est les mal vibrés. Enfin, on ne parle pas de béton autoplaçant, mais si on parle d'un béton architectonique vibré, c'est les mal vibrés. Après, vous aurez des nids d'abeilles, vous aurez des ségrégations. Et après, ce n'est pas joli à voir sur un mobilier urbain. Le deuxième point, c'est les moules. C'est très important. Aujourd'hui, on a développé un savoir-faire assez poussé par rapport aux moules, notamment grâce à l'accompagnement de notre partenaire belge.
Et aujourd'hui, on travaille avec 4 types de moules, des moules métalliques, des moules en bois, des moules en composite et des moules en silicone. Le choix des moules dépend principalement de la finition souhaitée, de la quantité à produire, parce que plus on monte en termes de matériaux de moule, plus le coût va devenir plus cher, et surtout par rapport aux détails techniques. Donc, si on est sur une pièce design avec beaucoup de détails techniques, avec beaucoup d'angles et tout, il faut absolument passer par du silicone parce que ça permet d'avoir vraiment les formes qu'on veut et ça rend le décoffrage beaucoup plus facile que d'aller sur du bois ou bien du métal. La troisième clé de réussite, et j'insiste toujours par rapport à ce point-là, c'est le fait de pouvoir accompagner et d'apporter le conseil aux parties prenantes du projet quant au choix des couleurs, quant au choix des matériaux et quant à la maîtrise du budget. Je pense que c'est très important parce qu'on peut commencer à imaginer plein de choses, mais si on est hors budget ou bien si on est en déphasage par rapport à l'ADN global du projet, je pense que dans ce cas, ça va sortir un peu du contexte, ça devient peu pertinent d'aller dans des choses pareilles. Donc, nous, on insiste beaucoup sur cet élément-là. On vient aussi en prescripteur et en conseiller de nos clients, qu'ils soient architectes, paysagistes ou maîtres d'ouvrage, pour vraiment faire le meilleur choix quant au choix de matériaux et de mobilier. Le quatrième élément, c'est la maîtrise de la production. Très important parce qu'encore une fois, ces éléments techniques, ça reste toujours technique le béton. Donc, il faut bien maîtriser l'étanchéité des moules, il faut bien maîtriser la vibration, il faut maîtriser aussi la logistique. C'est un produit qui est préfabriqué en usine. Donc, après, il passe par plusieurs étapes, plusieurs phases avant d'être installé au niveau du chantier, notamment des manutentions, des chargements, des transports et des chargements au niveau du chantier. Donc, ces éléments qu'on a appris à gérer. Mais il faut aussi reconnaître que nos entreprises restent peu équipées pour pouvoir gérer ce genre de choses. Donc, on est forcé parfois de les accompagner de bout en bout jusqu'à poser carrément le mobilier nous-mêmes au niveau des chantiers. Le dernier point, c'est le transfert de technologie. Aujourd'hui, nous avons choisi une logique de travail. Ça veut dire qu'on a opté pour un savoir-faire européen à travers le jumelage qu'on a fait avec Urbastyle, mais une production marocaine. Et je pense que ce dernier point, il trouve son sens, surtout dans le contexte que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, dans cette logique un peu de protectionnisme, de fermeture des frontières, de favoriser la production locale. Et je pense qu'on est plein dedans aujourd'hui parce que tout notre béton, tout notre mobilier urbain, il est fabriqué au Maroc par de la main-d'œuvre marocaine, par de la matière première marocaine. Il faut aller chercher la gravette blanche, il faut aller chercher la gravette noire dans les régions reculées de notre pays. Mais je trouve que c'est un point qui trouve vraiment sens aujourd'hui dans le contexte qu'on est en train de traverser avec la pandémie du Covid-19. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je passe la main à Yann qui va un peu, dans la continuité, nous expliquer ce qui se fait aujourd'hui par rapport à tout ça en Europe, avant de vous laisser poser vos questions, bien sûr. Yann, je te donne la main. Voilà. Voilà. Bonjour à tout le monde. Nourdine, merci pour votre présentation. Je vais vite partager mon écran. Présentation. Voilà. Oh, vous voyez la présentation sur l'écran? Oui, oui, excellent. Oui. Ok, parfait. Bon, d'abord, mes excuses, je ne suis pas francophone et d'origine comme ça. En Belgique, on a deux côtés, le nord et le sud. Et moi, j'habite dans le nord où on parle le néerlandais. Mais bon, personne n'est parfait, hein, mais je vais quand même essayer de faire le maximum en français. En tout cas, Nourdine me comprend de temps en temps, comme ça, je pense que ça va aller, c'est possible pour vous. La société Urbastyle, c'est une entreprise familiale qui est spécialisée dans l'aménagement des espaces publics. Hein. On existe à peu près au total une quarantaine, 50 d'années. On est spécialisé dans la fabrication de mobilier bain, mais dans les années, on a aussi développé une gamme de dalles à côté de ça qui nous permet de, ensemble avec notre partenaire et notre clientèle, les architectes surtout, de développer une entité complète.
le but, c'est vraiment de partager ou de partager notre savoir-faire avec notre clientèle et de collaborer pour obtenir des résultats un petit peu uniques. Hein. Je pense que vous, comme architecte, c'est le but d'avoir votre propre signature sur vos projets. Et je pense que dans les années, on a appris comment écouter vos besoins, vos désirs et réaliser ça dans la pièce béton. Comme je dis, Urbastyle, c'est une entreprise familiale. Suite aux explications que Noureddine a dit, bon, il a vite expliqué notre philosophie aussi. Hein. On pouvait, il y a 20 ans, décider de dire, voilà, on va fabriquer tout sur une site et on va exporter dans tout le monde. Hein. Mais bon, là, on trouvait qu'on était trop loin de notre clientèle et qu'on était trop loin pour attendre les retours et les exigences et les questions des architectes. Hein. On a choisi le chemin de dire, voilà, on cherche des partenaires stratégiques qui sont similaires comme nous, qui ont la même philosophie, aussi des sociétés familiales. Hein, et au lieu de transporter des éléments lourds partout dans le monde, on va essayer de trouver des partenaires qui fabriquent sur place, avec les moyens qu'ils ont, hein, avec les tendances qui sont là, surtout aussi avec des gagnants qui sont disponibles, avec les possibilités de production qui sont là. Bon, à ce moment, on a développé un réseau de partenariats presque dans tout le monde. On a déjà une quinzaine d'années de fabrication en Dubaï pour livrer dans tout ce qui est Moyen-Orient. On a deux partenaires, une au Canada, une aux États-Unis pour couvrir toute le nord de l'Amérique. On est en train d'établir un site de production avec un partenaire en Chine aussi et on a des réseaux de vente en Singapour et en Australie. On travaille déjà quelques années ensemble aussi avec Mafoder, qui est notre partenaire pour l'Afrique. Hein. Et le but, c'est vraiment de faire le chemin ensemble avec eux hein, et de partager l'expérience qu'on a partout dans le monde et que, bon, chaque continent a ses propres désirs et ses propres goûts. Hein, mais le but, c'est à mi-long terme de créer une famille Urbastyle et qu'on a un réseau de fabricants qui en vendent ensemble et qui ont la même motivation, c'est servir la clientèle, développer des choses innovatives hein, et de faire pas mal de développement de production. Moi, je vais vais pas vraiment rentrer dans les projets, je vais plutôt expliquer comment on fabrique. Hein, pour beaucoup de gens, un mobilier bain en béton, c'est un bloc de béton. Hein, les possibilités ont beaucoup changé les dernières années. Depuis 10 ans, hein, on a choisi déjà notre route. Mais je pense que le plus intéressant pour Bastille, hein, c'est d'expliquer aux clientèles, aux architectes, voilà, qu'est-ce que sont les possibilités. Et je pense que c'est la même stratégie que Mafoder fait, c'est vous accompagner dans le développement de quelque chose. Hein, mais pour ça, il faut, nous comme fabricants, vous informer sur les possibilités et sur les innovations et sur les moyens qui sont sur place. Hein. Quand on regarde, bon, Noureddine a déjà lancé cette idée, c'est en ferraillage. Bon, avant, à gauche, vous voyez une ferraillage d'une grande jardinière. Bon, ce sont des choses qui sont assez intensives pour fabriquer, liées avec des frais qui sont aussi naturellement plus élevés. On bouge de plus en plus hein, vers des bétons fibrés. Hein. La difficulté est pour l'instant que, bon, c'est en développement, on est supporté par notre fournisseur, mais bon, petit à petit, on est en train de développer des savoir-faire et de l'expérience dessus. Hein. Mais là, il y a encore beaucoup de choses à développer. On a des fibres en polypropylène, on a des petites fibres, on a des fibres en résine aussi, en fibre de verre, on a aussi des fibres en métal. Hein. Et là, petit à petit, ça c'est une tendance qu'on voit chez nous, qu'on va vers un ferraillage avec une armature avec des fibres qui nous permet aussi de couler un béton qui est plus liquide et qui nous permet de faire des formes un petit peu organiques. Comme ça, on a la tendance en armature. Bon, on a aussi une tendance qu'on peut faire des formes assez organiques. Hein. Quand on coule le béton, il faut un coffrage hein, pour l'instant. Hein. Je pense les moyens de coffrage, comme Mafoder aussi a développé,
sont maintenant plus développés et on fait des coffrages ça peut être en polyester. Et avec polyester, il faut créer un modèle qui est plutôt sculpté ou fait par une machine 5 axes qui est usinée. Hein. On peut faire des coffrages métalliques. Si on fait des grandes séries, grandes répétitions, des coffrages en bois pour vraiment faire le sur-mesure. On fait aussi pas mal chez nous des coffrages en polystyrène, hein, en EPS. Là, les coffrages sont aussi usinés par machine. Et bon, on a encore des autres évolutions en cours, mais ça, je vais vous montrer enfin. Mais grâce à cette technique grâce aux demandes de vous et des architectes qui veulent des formes un petit peu uniques, nous, comme fabricants, nous étions forcés de chercher des solutions pour quand même, pour des petites séries, pour des pièces uniques, hein, mais à l'autre côté aussi des grands volumes et de développer des façons de coffrage qui tient la route à long terme. Et je vous montre quelques exemples, un petit coussin, des compositions des bancs qui changent en largeur et en hauteur dans tous les sens. Chaque pièce sur sa composition est unique. Des fontaines, même des pièces qui ont un certain volume, ça c'est une fontaine ici en plusieurs niveaux, coulée en plusieurs phases, mais quand même avec un rayon de presque 3 mètres. Et après, on a le type de galet qui est fort demandé chez nous pour en plusieurs formes et formats. Hein. La tendance en coulage, bon, dans le temps, le béton, comme on le connaît déjà depuis 30 ans, c'est un béton qui est semi-liquide. Hein. Et après, on a des tables vibrantes, hein, on met des moteurs lourds sur une table et on vibre le béton et jusqu'au moment qu'il est bien compacté. Bon, ça a un certain impact déjà dans les conditions de travail des ouvriers on a le bruit dans les usines, mais aussi il faut à ce moment faire des coffrages assez costauds pour éviter qu'ils cassent pendant la production de l'élément de béton. Et maintenant, on travaille de plus en plus avec des bétons autoplaçants. Et là, on peut faire ça dans des coffrages plus simples, on va dire, hein, qui doivent quand même exister un petit peu. Mais à ce moment, on a moins de pression sur les coffrages et ça joue aussi sur le budget, surtout pour les petites quantités et pour les éléments personnalisés. Hein. En plus, les conditions de travail pour les ouvriers améliorent énormément. Hein. Je pense dans toutes les usines, partout dans le monde, il faut faire attention à ça pour quand même améliorer les conditions de travail pour les ouvriers. Hein. Et ça, avec un béton autoplaçant, c'est un béton qui est avec l'aide des adjuvants comme un autre béton, hein, on a réussi à avoir un béton qui coule lui-même, mais qui est quand même assez compacté et qui répond aux exigences de l'exigence de béton qui sont demandées pour les normes. Hein. Après, on a aussi tendance qu'on voit déjà aussi chez vous, chez avec la production Mafodé, mais bon, ça joue avec les couleurs. Les couleurs, ça peut être créé par soit ajouter des colorants oxyde de fer qui restent dans le temps ou avec des granulats qui sont colorés et qui sont mélangés dans la masse du béton. Mais vous voyez que ça nous permet de, sur un élément, quand même mélanger 2-3 couleurs de béton et vraiment personnaliser. Et ici, c'est un projet en Hollande, aux Pays-Bas. Et là, vraiment, pour des pièces uniques, on peut faire des textes et des différents logos sur des bancs. Et à droite, c'est aussi des éléments d'art. Hein. La balance entre mobilier bain et les éléments d'art, pour nous, ça devient de plus en plus fine. Hein. C'est la différence si on va à la route pour personnaliser, pour des petites quantités. Bon, c'est comme je dis, c'est pas vraiment mobilier bain en grand volume, c'est vraiment des espèces d'art qui donnent quand même une signature spécifique au projet total. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est l'utilisation des matrices ou des structures dans l'élément de béton. On a des muranelles qui ont certaines structures. Hein. On a ici des grandes dalles avec des structures qui sont créées aussi par un architecte qui a développé sa propre structure. Cette structure était sculptée et après on a retiré
avec du silicone, le modèle, et ça, on peut répéter dans les éléments béton. Hein. Et après, on a aussi des matrices standards qui existent sur le marché. Mais bon, combiné avec ça, la couleur, la forme, les structures, bon, et la finition, les possibilités sont presque infinies. Noureddin l'a déjà montré, plusieurs finitions dans le béton. On a un béton lisse qui s'appelle chez nous Visia. Je ne sais pas si vous voyez celui, mais ça veut dire que le béton, voilà, il n'est pas traité. Et ce qu'on voit, c'est la laitance de béton qui reste visible. On voit presque 100% de surface de ciment. Hein. Quand on commence à légèrement sabler, on attaque ou acider, on attaque légèrement la structure de béton et la tête des grains devient visible. Et à ce moment, on commence à voir un peu de nuance dans la structure de béton. Dépendant la teinte de sable ou la teinte de granulat qu'on utilise, on peut arriver à différents aspects. Après, on a fino. Chez nous, c'est un béton poli. C'est comme le vieux granito du temps qui revient petit dans la mode. Et là, on rentre dans le béton pour presque 3 mm. Et à ce moment, on arrive au diamètre du caillou ou granulat pour vraiment voir on voit très bien la structure du béton. Et après, chez nous, on a aussi, surtout pour le dallage, quand on fait le polissage, de temps en temps, on peut avoir des risques, c'est trop glissant. Et si on polit trop loin, ça dépend aussi de la résistance du granulat. On a fait un béton qui est poncé et après légèrement sablé pour quand même avoir le même aspect, mais il est plus rugueux, plus dérapant. Et ça, sont un petit peu les... chaque fabricant en Europe a presque les mêmes 4 teintes. Le gris, le noir, le jaune et le blanc. Naturellement, chez nous, à Hugues-Bastille, on a à peu près 1200 différentes recettes et toutes les possibilités sont presque possibles. Ce qu'on voit ici, dans le temps, Mobilier Bain, c'était un petit bloc gris fait sur presse. Maintenant, on va sur des éléments de 3-4 mètres qui peuvent être utilisés. Comme ça, on a quand même des éléments qui sont un petit peu plus, qui ont une certaine grandeur, qui aussi, si on fait des compositions qu'on a moins de joints, qui peuvent aussi montrer la robustesse du béton. Hein. Mais nous avons la possibilité de faire des éléments en Belgique jusqu'à 12 mètres. Je pense qu'à Maroc, on a 3-4 mètres. Hein. Mais on voit ici, c'est à Bruxelles Airpost, un dallage qu'on a fait dans la même teinte des blocs et même la même teinte que les panneaux de façade, tout en béton poncé. Et là, on arrive vraiment aux projets qui sont alignés. Et ça, c'est aussi une tendance qu'on voit qu'on aligne de plus en plus les environnements des bureaux et des appartements dans la même finition, la même structure que le bâtiment même. On fait aussi de plus en plus de compositions. Ça veut dire que les éléments doivent être bien moulés, qu'on n'a pas trop de tolérance. On a des normes à respecter, mais naturellement, on a aussi le visuel qui est très important, que tout s'aligne bien avec des rayons, avec des courbes, avec même ici des compositions de blocs sur des petits espaces où on peut vraiment réaliser des choses uniques, avec la réservation pour des lettres, les escaliers et même un bloc simple en béton. Et ici, en utilisant un granulat blanc avec une finition polie, il est combiné en différentes compositions. On voit quand même, on arrive à quelque chose assez unique, assez propre. Mais bon, comme je dis, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup maintenant chez nous, c'est de l'alignement de différents éléments pour former une unité de projet. Comme j'ai dit, le but, ce n'est pas juste d'avoir l'image d'un fabricant de pièces béton. On a aussi beaucoup la demande pour compléter les projets avec des accessoires. Les accessoires, ça peut être des grilles métalliques pour faire des barbecues. On a aussi les assises bois. Et je pense que Mafeder, avec l'expérience qu'ils ont en pièces métal et bois, ils sont je pense un partenaire unique qui peut offrir la totalité pour quand même arriver à un ensemble. Et on a aussi l'avantage comme préfabricant,
on peut vraiment tout tester chez nous, tout assembler chez nous à l'usine pour éviter que si on sous-traite en 2 différents partenaires, et ça c'est notre expérience aussi dans le passé, que bon, on fait les éléments en béton, après le bois, ça devient de quelqu'un d'autre, bon, ça rentre jamais bon l'un sur l'autre, on a toujours des tolérances et c'est jamais la faute de quelqu'un. À ce moment, avec nos solutions qu'on peut vous offrir, on peut vous offrir la totalité et vous, comme client, vous êtes certain que bon, ça arrive comme vous voulez et comme vous l'avez dessiné. Comme je dis, type de béton, on a la même tendance chez nous, comme aussi chez vous en Maroc, c'est le BFUP. Le BFUP, c'est un développement d'un béton ultra performant qui permet de faire des éléments plus minces, mais quand même avec des résistances plus élevées. Bon, on a des résistances qui sont deux fois plus haut qu'un béton standard, mais le béton est dur, mais ça reste quand même fragile. Hein. Le but, ce n'est pas de sauter avec 20 personnes sur un banc comme ça. Et il faut juste trouver la bonne application, le bon projet pour ce type de béton. Mais bon, ça vous permet quand même, comme architecte, de dessiner des formes un petit peu uniques. Hein. Et pour terminer, parce que allez, on est en train de presque réaliser une révolution dans le secteur béton. Toutes les choses que j'ai expliquées au début, comme qu'on coule dans le coffrage, qu'on fait les ferrailles, qu'on fait les finitions à la main, tout ça. On est sur un point, et ce n'est pas pour tout de suite, mais je pense dans les derniers 5 ou 10 ans, ça va changer énormément. On va arriver à une production digitale, hein, et ça, c'est l'impression 3D. Les éléments à droite, ce sont des pièces qu'on a déjà réalisées avec les robots. On imprime le béton on part d'un plan, d'un certain banc, et après on peut l'agrandir sur l'écran. Et 5 minutes après, le robot se met en route. Et par exemple, ce sont des jardinières déjà avec d'un diamètre à peu près 1,50 m, hein, pour vous montrer l'échelle un petit peu de ces pièces jusqu'à 1 mètre d'auteur, qui sont imprimées sur quelques heures et finies sur quelques heures. Et 2 minutes après, par exemple, on peut imprimer une autre forme sans coffrage. Comme ça, on est dans la possibilité de vraiment personnaliser chaque projet. Le but, ce n'est pas comme le 3D, je pense que vous êtes au courant que ça existe, mais pour l'instant, c'est chez beaucoup des gens et beaucoup des universités encore en phase de développement, de recherche. Pour nous, c'est vraiment ensemble avec partenaires de réaliser sur une dizaine d'années des usines digitales qui nous permettent de suivre les tendances ou même faire les tendances et personnaliser chaque produit sans vraiment rentrer dans des prix extraordinaires, de dire voilà, aller vendre à des prix qui sont à des prix de marché. Mais aussi, le but, c'est de faire les produits qu'on a déjà pour l'instant, de les changer vers une production digitale. Hein. Et à droite, vous voyez un de nos premiers projets qu'on a fait qui est sur la grande place à New York. Allez, le mot m'échappe pour l'instant, c'est Times Square, excuse-moi. Là, on a fait une composition avec un architecte américain. Ils sont déjà plusieurs mois sur place. Et ce sont des bandes de 3 mètres de longueur avec des motifs. Sinon, je vais voir si je peux agrandir ça un petit peu. Comme ça, vous pouvez le voir. Oh, pardon. Non. Voilà. Oh, pardon. Celui-là. OK. Je vais voir si je peux agrandir pour vous montrer. Voilà. Et ça, c'est des motifs qui sont incorporés par le robot. Comme ça, on a la production même de la pièce qui est faite par le robot et aussi le usinage des motifs ou de la personnalisation est fait par les machines. Et ça, c'est une évolution dans laquelle on est. Pour être honnête, même en Europe, on n'est pas prêt pour ça. Même en États-Unis, on n'est pas prêt. Mais c'est juste pour vous montrer que nous, ensemble avec Mafoder, on est vraiment... Allez, c'est notre métier, l'immobilier bain. Je pense qu'on est vraiment là pour écouter vos besoins, vos questions. Et vous pouvez compter sur nous, hein, comme votre partenaire industriel, qu'on est toujours sur la recherche pour
trouver les innovations pour mieux réaliser vos projets. Je pense, et voilà, je suis au fin de la présentation. Je ne sais pas si il y a des questions pour moi ou pour Noureddin. Noureddin? Oui, allô? Pardon. Oui, Alors, Karim, merci. oui. Merci, Monsieur Yann. C'était très intelligible, hein. Bravo pour votre français. Ah, merci, merci. Voilà. Donc, très inspirant aussi. Donc, pour notre audience, si vous avez des questions à poser aux conférenciers, elles sont les bienvenues. Vous pouvez activer votre micro et poser vos questions. Il y a aussi le bouton lever la main, si vous voulez. Ah, Monsieur Mimoun, voilà notre président, vous avez la parole. Merci, merci. Effectivement, je voulais vous remercier pour votre présentation, à tous les deux. C'était très intéressant. Les architectes, on est intéressés évidemment par le mobilier urbain, mais dans votre présentation, Ah, ça, est-ce que ça a coupé, Ça monsieur? a coupé, ça a coupé. Maintenant, ça… Oui, alors notre cher président, monsieur Mimoun, on dirait a des petits soucis de connexion. Bon, on va compléter. bon. Monsieur Mimoun, c'est bon? Vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Vous pouvez y aller. Oui, donc je disais que c'était intéressant par le côté mobilier urbain lui-même, mais aussi par le type de technologie qui est utilisée pour réaliser ces mobiliers urbains, c'est-à-dire le béton fibré, les différents types de fibres qu'on utilise, et aussi les différents aspects qu'on peut donner au béton. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai deux questions à vous poser. Une première question. Vous réalisez des jardinières, et même les bancs qui sont à l'extérieur, tout ce qui est à l'extérieur. Comment est assurée l'étanchéité? Comment est assurée? C'est par la densité du matériau ou est-ce que vous ajoutez des adjuvants qui assurent l'étanchéité de ces produits? Et la deuxième question, c'est une question un peu malicieuse, si vous voulez. Le prix de vos produits livrés dépend évidemment le facteur transport joue un rôle très important, j'imagine, par le poids des éléments que vous livrez. Est-ce que le prix est modulé en fonction de la distance ou pas? Ou quelle est la proportion du coût du transport dans le coût final de vos produits? Merci. Yann, tu veux répondre par rapport à l'étanchéité? Oui, bon, c'est vrai que l'étanchéité du béton est déterminée surtout avec l'absorption du béton. Hein. On a les normes quand on coule un béton sur place. En Europe, je ne sais pas si en Maroc c'est pareil, mais chez nous, on dit voilà, s'il faut vraiment un béton étanche pour un cadre ou quelque chose, il faut 15 cm d'épaisseur. Hein. Ça, c'est avec un béton traditionnel. Maintenant, bon, on a dans les normes, on a à peu près, on a droit sur 5 à 6% d'absorption de béton. On voit maintenant, avec l'utilisation de béton haute performante, des bifubes et tout ça, et même de béton architectonique, en ajoutant des adjuvants, qu'on arrive à des absorptions à 1 à 2%. Et ça veut dire qu'on peut jouer avec l'épaisseur aussi de béton parce que le béton prend moins de l'eau. On n'a pas vraiment de normes, c'est plutôt causé ou lié avec le volume de jardinière, par exemple, pour prendre la pression de la terre. Et quand on a un certain volume de terre dans une jardinière, ça peut aussi prendre un certain volume de l'eau, hein, l'humidité qui reste dedans. Et chez nous, surtout chez nous, hein, avec le gel des gels, et ça peut quand même pas mal attaquer le béton. Vous avez moins de problèmes de gel, je pense, hein, mais quand même, dans les autres continents, ça joue. Bon, on n'a pas vraiment de normes et on peut faire des jardinières de 2 cm en bifub avec 2-3 cm d'épaisseur, mais bon, si on met 1 mètre cube de terre dedans, ça ne va pas résister. Pour ça, il ne faut pas être un ingénieur, hein, c'est plutôt penché un petit peu logique. Chez nous, on a des règles basées sur l'expérience. Si on dit voilà, 1 mètre d'auteur, on a 8 cm d'épaisseur. Est-ce qu'il est étanche? Bon, il absorbe moins et prend moins l'eau,
mais en tout cas, dans la plupart des cas, on met encore un film ou un géotextile à l'intérieur pour éviter que l'absorption est 100% prise par le béton. Hein. Bon, on n'a pas de règles officielles et c'est plutôt basé sur l'expérience. Je ne sais pas si cette réponse est un petit peu... OK, bon. Et Noureddin, vous prenez la deuxième question de transport. Par rapport au prix, Simimoun, c'est une très bonne question en tout cas, mais qui revient tout le temps quand on parle d'un béton préfabriqué, parce qu'on sait très bien que le béton voyage très mal. C'est un matériau qui est lourd et qui prend de l'espace. Et souvent, on a des camions qui sont pratiquement vides, mais il faut pratiquement payer le voyage au prix normal. Bon, ce que je vous dis, franchement, nous, on fait d'autres produits en béton normal, notamment les regards de visite, les murs et les massifs. Et le ratio de transport sur le béton architectonique, il est beaucoup moins important que sur le béton normal, parce que c'est un produit quand même dont le prix est assez important. Donc, quand on prend, par exemple, j'ai livré des chantiers sur Tanger, par exemple, le ratio de transport, c'est pratiquement rien du tout. Parfois, moi, je l'offre carrément aux clients parce que derrière, j'arrive quand même à charger assez de valeur au niveau du camion pour pouvoir amortir mon transport. Donc, par rapport à ça, franchement, ce n'est pas un élément qui est déterminant par rapport à la négociation de ce genre d'affaires. Par contre, ce qui est un peu les éléments auxquels il faut faire attention, c'est par rapport au béton lui-même. Et quand il est transporté, il faut faire très attention par rapport au stock, par rapport au chargement, déchargement et comment on va quelque part assurer le contact entre différents éléments qui sont chargés au niveau de la remorque. Le produit que je vous ai montré tout à l'heure par rapport à la Côte d'Ivoire, on a exporté un conteneur qui contenait une dizaine de pièces et le transport ne pesait rien par rapport à la valeur du produit, quoi. Donc, pour vous dire, donc, on a exporté, il a pris la mer, il a pris la route et le transport n'a pas trop influencé la décision du maître d'ouvrage pour orienter son choix. Ben, bravo Sinordine pour la réponse. Il y a Monsieur Amron qui veut poser une question. Il est le bienvenu. Hein. Vous pouvez activer votre micro. Voilà. Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier. Bonjour. Je tiens à remercier déjà M. Lesouzi et M. Laurent pour la qualité de leur présentation. Ma question est pour M. Jean Laurey. Pour le passage vers la fabrication digitale, est-ce que cela va engendrer un surcoût colossal ou une variation de prix qu'on peut dire ça passe ou une différence de prix minime? Mais bon, pour nous, pour Urbastile, je pense que si dans un long terme pour Mafodère, je pense qu'on est de plus en plus demandé et consulté pour des pièces uniques ou en petite série. Hein. Et petite série, moi, je parle de 3-5 pièces de certains modèles. Hein. Là, on voit avec les résultats qu'on a déjà les dernières années, parce qu'on est déjà en train de tester ça 2-3 années, on voit qu'on arrive au même prix ou presque ou même moins cher. Hein. Surtout pour les formes organiques, on a les frais de coffrage. Et quand on a un coffrage, par exemple, en polyester, il faut créer une modèle et à partir de ce modèle, on retire le négatif en polyester pour finalement utiliser ce négatif pour couler les éléments de béton. On parle de 2-3 pièces. Ce sont des coûts énormes. Et ces coûts, on n'a pas dans la fabrication digitale. Ça c'est déjà quelque chose. Aussi, pour nous, je pense qu'à mi-long terme, on va aussi donner plus de liberté à vous et vos architectes, parce que maintenant, si on consulte ou informe des architectes, dit voilà, vous avez un certain projet, maintenant c'est notre rôle de dire voilà, il faut limiter le nombre de différents rayons, de différents modèles dans votre projet pour éviter des frais. Comme ça, vous êtes freiné, bloqué dans votre inspiration un petit peu, parce que vous devez suivre les règles de l'art et ça sont les frais de coffrage qui sont là, qui doivent être amortis sur le projet. Maintenant, le but, c'est vraiment de vous donner la liberté sur le côté design. Hein. On n'a presque plus de limites sauf les dimensions extérieures, mais on arrive quand même à des frais raisonnables. Je ne vais pas dire, par exemple, pour des blocs que je pense, chez Mafodère, c'est les blocs Socrate, je pense.
des blocs standards. Bon, ce sont des éléments qui sont un petit peu basiques. Là, on peut discuter pour un projet, par exemple, de 100 bancs, est-ce qu'on sera moins cher en fabrication digitale? Je dis non. Mais à cet moment, si vous dites, voilà, on veut sur chaque banc un autre logo ou un autre texte, et à ce moment, ça devient autre chose. Et je pense que si on parle de volume, je pense que le point de transfert ou de transition, c'est 3 à 5 pièces. À ce moment, plus que 5 pièces, la fabrication traditionnelle devient plus intéressante. Moins que 5 pièces, le digital est intéressant. Et si on parle de pièces uniques ou des pièces d'art, bon, pour moi, avec les expériences qu'on a, on est déjà, on voit tout de suite que c'est moins cher. Les éléments peuvent être imprimés creux. Ça veut dire qu'on a besoin moins de matière, mais la matière pour l'instant est encore plus chère. Vous pouvez comparer que la matière même est 3-4 fois plus chère qu'un béton traditionnel, mais on a aussi beaucoup moins besoin et qui joue dans notre métier. Surtout chez nous, je parle pour l'Europe, c'est la main-d'œuvre. Je pense que les salaires chez nous sont beaucoup plus élevés. À ce moment, le prix des main-d'œuvre est assez important chez nous, mais ça, c'est repris en grande partie par la fabrication digitale. Et l'avantage aussi que, bon, une machine tourne 3 shifts et de 8 heures, tourne 24-24, une usine. Un petit peu différent, il faut trouver les gens, et les gens, c'est pas évident qu'ils travaillent dans les équipes de nuit, tout ça. Comme ça, je pense, oui, on va avoir un marché pour la fabrication digitale, pas pour tout, mais je pense quand même, avec l'expérience qu'on a, je pense quand même une quinzaine ou vingtaine de pourcents du marché du mobilier bain peut être fabriqué moins cher en digital que dans la fabrication traditionnelle. Ça, c'est à peu près l'impression qu'on a. Comme ça, je vends cas par cas. Sinon, je vais voir si je trouve encore un projet où on est en train de faire en impression 3D. Ça va tout de suite vous montrer ce qu'on... Voilà, je vais voir si je peux partager, juste vous montrer, voilà, qu'est-ce que sont les possibilités. J'ai un autre... Voilà, j'ai partagé. Si je peux partager encore l'écran, on a quand même. Oui, c'est permis. Voilà, ok, merci. Vous le voyez? Oui. Oui. Voilà, ça sont des pièces ça c'est un projet qu'on fait ensemble avec Tomorrowland, qui est pour les jeunes entre nous connu comme Tomorrowland, c'est le festival musique techno le plus renommé dans le monde. Et eux, ils vont développer des statues ou des socles pour des bornes, pour des lampes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dessiné. Et ça, c'est une pièce, pour donner une idée, diamètre 1m20, hauteur 1m50 à peu près, qui sera imprimé en béton et après hygiéné avec tous les détails dedans, comme ils sont. Voilà, c'est ça. Et je pense que Noureddine peut aussi me dire à peu près qu'un coffrage comme ça, qu'est-ce que ça coûte, et pour des petites séries énormes. Hein. Mais ici, c'est vraiment quelque chose. Voilà, ça c'est un autre modèle, New Jersey. C'est une barrière qu'on voit sur les autoroutes, mais bon, là c'est vraiment, ils ont donné une touche d'art dessus. Et ça sont des éléments pour limiter, mais vraiment avec des motifs dedans. Et ici, on parle des séries de 10 à 15 éléments, mais aussi des pièces d'abou, des courbes et tout ça. Et ça, c'est vraiment le type de produit qui peut être fait dans l'impression 3D. Une fois qu'on parle des séries de 1000 pièces, 2000 pièces, bon, on a des autres solutions, hein, mais quand même, avec les impressions 3D, on ouvre quand même un petit peu l'image et les possibilités pour vous, les architectes. Bon, je ne sais pas si ça, comme dit, c'est cas par cas, mais je pense que ça va quand même ouvrir les yeux pour beaucoup de gens. Voilà. Je ne sais pas s'il va répondre. La réponse est... Il y a Madame Chirine, hein, peut-être une dernière question, Madame Chirine. Oui, bonjour Monsieur Belrazi, bonjour Monsieur Laroy. Alors, je voudrais vous demander par rapport au béton quand vous posez sur façade. Je me pose la question par rapport aux joints. Comment vous traitez les joints entre les panneaux? J'ai vu que vous faisiez aussi les panneaux sur façade. Non?
Oui, oui. Noureddin, tu réponds ou Non, non, on ne fait pas ça encore au Maroc, hein, je te laisserai répondre. Ah oui, bon, ok. Pardon, non, mais bon. Bon, la façade, sinon je vais vous montrer. On a deux. Allez, ça dépend de la fixation. Je vais voir si je peux vous montrer quelque chose. Non. Ça dépend un petit peu des systèmes de fixation, hein. Soit on a un panneau façade qui a une certaine grandeur, qui est fixé avec des rails contre une structure métallique. Oui. Et quand on fait une structure métallique, après on fixe les panneaux. Et là, les joints, normalement des joints d'à peu près 1 centimètre qui sont remplis avec un silicone. C'est la construction traditionnelle et industrielle, hein. Ça, c'est avec du silicone qui remplissent le joint. Ça, c'est une solution. On a aussi que, surtout en béton architectonique, le panneau de façade est utilisé comme un élément décoratif. Et la structure est faite par des panneaux de béton qui ne sont pas visibles après, ou par des parpaings, ou par des blocs n'importe quoi, hein. Et après, il faut attacher les panneaux. À ce moment, les panneaux sont fixés avec des encres de fixation, des tiges qui sont rentrées ou percées dans la structure derrière. Mais à ce moment, les joints restent ouverts. Et à ce moment, on peut réaliser des joints de 3 à 4 mm. Et la façade est vraiment décorative, hein. Ce n'est pas vraiment structurel. À ce moment, il ne faut pas vraiment avoir quelque chose d'étanche. Et ça, c'est avec des joints ouverts. Un instant, je vais voir si je peux vous montrer une petite brochure de béton architectonique pour vous montrer. Voilà. Je suis encore en train de partager l'écran. Vous voyez mon écran ou non? Ou, Oui, oui. mais Oui, vous voyez, architecture, vous voyez ça? Bâtiment, oui, c'est ça? oui. Voilà, ça c'est une brochure qu'on a fait. Bon, c'est surtout pour l'Europe, mais dans quelques mois, Noureddin est capable de faire la même chose, hein. C'est des bétons architectoniques. Ce sont des façades qu'on a fait aussi dans les mêmes bétons avec lesquels on fait le mobilier bain, parce qu'on est de plus en plus convaincus. Dans le passé, on avait des architectes qui développent un bâtiment. Après, on a un architecte paysagiste qui vient derrière, qui est totalement notre vision. Et bon, l'un ne correspond pas avec l'autre. Je pense de plus en plus, on va vers des solutions qui sont intégrées, que tout est aligné l'un avec l'autre. Comme ça, on peut, comme fabricant de béton, vous servir pour ce type de produit et les autours sont faits, le dallage et les mobiliers bains sont faits dans la même finition, même couleur. Et comme ça, pour nous, on utilise les mêmes éléments. Ça, c'est le siège social de FH, qui est aussi connu chez vous, je pense, une grande entrepreneur française, le siège social en Belgique. Et ça sont des panneaux de façade. Et ici, c'est des panneaux qui sont posés l'un sur l'autre. Et les joints même sont jointés avec du silicone, hein, les épaisseurs font 12 cm de ces panneaux. On a une structure béton derrière. Et ces bétons sont attachés contre ces structures derrière, mais les joints sont remplis jusqu'à 1 cm retrait avec la surface des panneaux. Je vais voir si je trouve un autre exemple. Ça, c'est des panneaux de façade aussi. Voilà. Ici, ils ont utilisé aussi un silicone coloré qui est aligné avec, vous voyez que c'est un petit peu plus rouge. Et on a l'habitude d'utiliser un panneau de façade des joints entre 8 et 12 mm. Aussi des joints qui sont remplis des panneaux de façade d'un très grand bâtiment en Belgique, aussi en silicone, hein. Si je me permets une dernière question, Oui. C'est par rapport à la fibre, c'est quel type de fibre? On a plusieurs types. On a des fibres polypropylène qui donnent qui donnent une certaine résistance, qui aident aux structures. On a les petits fibres de verre qui sont moins résistants, mais qui sont plutôt utilisés, par exemple, dans le BIFUP et qui servent contre le retrait de béton, hein. Avec des bétons BIFUP, on a quand même c'est des compositions de béton qui sont quand même fort sablées, on va dire, et avec les granulats qu'on utilise, c'est 4 mm, 3 mm le plus grand. À ce moment, on va plutôt vers un mortier. Et un mortier a un autre comportement qu'un béton traditionnel où on travaille avec des granulats jusqu'à 8 ou 12 ou 14 mm. Hein.
Pour ça, on peut avoir, et c'est pour ça que, bon, il faut avoir un peu d'expérience à ça, c'est que quand on coule du bifup, béton fibré, la façon de coulage, mais aussi la façon de séchage doit être mieux gérée qu'avec un béton traditionnel, à cause du fait qu'il est tellement différent composé, avec beaucoup de sable, le retrait est beaucoup plus important. Il faut laisser les éléments presque 2 fois plus longs dans le coffrage. Comme ça, ils ont le temps pour sécher dans le coffrage. Hein. Ils ont le temps pour prendre leur forme finale. Et ça, c'est de type fibre de verre qui ne sont pas vraiment structurelles, hein, mais qui servent pour éviter les micro-fissures dans le béton. Et c'est plutôt pour l'aspect esthétique. Et ça, comme ça, on a fibre de verre et on a la fibre polypropre, l'autre côté, qui sont plutôt qui donnent un peu d'aide aux structures. Bon, on n'a pas les gens, c'est différent et ça, c'est vraiment, je ne vais pas dire qu'on est au début, mais tous les fournisseurs qui sont sur le marché, ils n'ont pas. Bon, c'est presque impossible de faire de notre calcul de ce type de produit. Tous ces développements sont basés sur l'expérience. Quand vous faites une armature traditionnelle, on a un ingénieur stabilité, voilà, je mets 2 barres de diamètre 8, je renforce avec un treillis de 10, voilà, on peut calculer, on a des programmes qui chiffrent ça. À fibre de verre, on n'est pas encore si loin. On peut mesurer le comportement de béton en flexion et en pression, mais pour vraiment concevoir des éléments un petit peu uniques et spécifiques, il faut presque le tester un sur un sur un élément réalisé et après tester sur différentes façons. Hein. Et petit par petit, grâce à l'expérience, ça va se développer. Mais je pense pour l'instant, je pense que les fibres sont capables de prendre beaucoup de charges et résoudre beaucoup de problèmes. Hein, mais bon, je pense que ça va encore prendre quelques années jusqu'au moment qu'on a des fournisseurs, parce que nous aussi, nous, comme fabricants de béton, on compte sur nos fournisseurs qui nous fournissent ces fibres, hein, qu'eux peuvent nous fournir les outils pour mieux défendre leurs produits. Par exemple, c'est peut-être bien connu chez vous, c'est le béton ductal, hein, qui est un petit peu la marque le plus reconnue dans le monde. Ductal, ils ont des programmes où ils chiffrent, par exemple, on a eu le cas de chantier à Paris, on avait une demande pour des panneaux 6 mètres sur 3 mètres, hein, pas de petits panneaux, et Ductal avait chiffré que ce panneau peut être fait en épaisseur de 3 cm. Bon, une fois que le panneau est posé, installé à 20 mètres d'auteur, je suis d'accord, 3 cm, ça suffit. Ce panneau ne va pas bouger, ça a une certaine résistance, bon, ça ne va plus bouger. Mais nous, comme fabricants, on doit couler cet élément, on doit déjà le laisser sécher, on doit le décoffrer, on doit le tourner, on doit le manipuler, mettre sur un camion, rouler 200 km avec ce panneau. Bon, il faut faire ça avec un panneau de 3 cm d'épaisseur. C'est ça que je veux dire, il faut toujours combiner la réalité que nous, comme fabricants, ont et les choses qu'un fournisseur de fibres dit, comme Ductal. Hein. Je pense que c'est question de logique, de dire, OK, est-ce que c'est vraiment réalisable? Oui, mais bon, on a toutes les choses qui sont autour, la fixation, la manipulation, l'entrepreneur, hein, qui donne le fait que, bon, on va dire, papier, beaucoup est possible, tout est possible, mais finalement, l'élément doit arriver sur chantier et donner un résultat satisfait. C'est ça qui est un petit peu, je veux dire, qu'on n'est pas dans l'inconnu, mais on est dans une phase de développement avec les fibres. Hein. On a de nouveaux développements en fibres de verre. En Belgique, on a une société qui a déposé un patent pour une nouvelle fibre. On est en train de tester celle-là et apparemment, il a le même résultat que le fibre métallique. Et ça, c'est un autre type de produit fibre métallique qui est pour nous pas vraiment une solution parce que la plupart de nos bétons sont traités. On va dire un sablage ou un polissage ou justement, on libère les fibres et quand c'est métallique, bon, ça ne donne pas vraiment un bon résultat et aussi, je pense, pour le confort, surtout pour le mobilier bain, ça ne donne pas de confort. Les fibres métalliques qui sortent d'une assise. Mais bon, à ce moment, je pense que si on réussit à faire quelque chose en polymère ou en plastique ou en fibre de verre qui a le même résultat que fibre métallique, je pense qu'on va aussi
changer pas mal d'applications. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Nous sommes prêts, mais les fournisseurs, je pense, ne sont pas encore si loin pour donner les garanties que nous avons besoin pour donner à vous et comme architecte pour finalement accepter un projet. Merci. Bon. Merci, Monsieur Yann. Alors, bon, j'ai une dernière petite question aussi de nos auditeurs qui regardent sur Facebook aussi, une vingtaine d'architectes. Alors, peut-être une question pour Monsieur Nourdine. Là, c'est surtout à propos de la mise en œuvre. C'est des éléments qui sont assez lourds. Comment il faut préparer le support? Est-ce qu'on a besoin d'un support particulier et autres? Aussi, une autre question qui est à propos de l'entretien. Voilà, s'il est abîmé, ébréché dans ses parties les plus fragiles, les angles, est-ce que c'est réparable facilement? Est-ce qu'il y a des résines pour ça ou autre? Et j'ai une dernière question moi-même pour Monsieur Yann, surtout pour les surfaces. On voit qu'il y a beaucoup de différentes textures. Il y en a une qui est même apparue assez métallique d'aspect. Quelles sont les surfaces les plus prisées en Europe par les architectes? On aimerait bien savoir. Pour ces formes modernes et contemporaines, quelles sont les surfaces qu'on vous commande le plus? Merci. Pour répondre à la question de la mise en œuvre et la fixation, donc ça dépend du mobilier dont on parle. Donc, s'il s'agit d'un mobilier qui est en U, par exemple, ou bien on parle d'un mobilier qui a une certaine hauteur, comme des corbeilles, par exemple, dans ce cas, ce qu'on préconise, c'est des tiges filetées qu'on va splitter au sol, sur le revêtement. On prévoit généralement des douilles au niveau du mobilier, donc c'est des vides à travers une douille métallique qui est coulée avec le mobilier. Et sur cette douille-là, on viendra avec un sika, on va introduire la douille au niveau de la tige qu'on a déjà fixée au sol. Donc ça permet de garantir une certaine stabilité au mobilier et surtout une fixation du mobilier par rapport au revêtement et par rapport au sol. Donc ça, c'est par rapport à des mobiliers qui sont soit légers, soit, comme j'ai dit, un peu élevés, donc ils risquent un peu de bousculer ou de bouger. Maintenant, quand on est sur des mobiliers qui est lourd, le cas du Socrate, là, le banc plein qui fait généralement 700 kg ou 800 kg, généralement, on ne préconise aucune fixation, c'est un banc qui va tenir par son propre poids. Donc, on viendra poser. Généralement, on livre avec des camions grues. Donc, on prend le mobilier et on le pose directement sur son emplacement définitif et il prend par son propre poids sans aucun problème. Donc, ça, c'est par rapport à la mise en œuvre. La deuxième question par rapport à l'entretien. C'est un point que je n'ai pas marqué, mais je remercie celui qui a posé la question. En fait, tous nos produits de mobilier urbain sont traités avec un agent anti-graffiti. Ça veut dire que la surface elle est protégée par un agent qui va faciliter le nettoyage. Ça veut dire qu'on va protéger la surface de béton, surtout quand il est rigueux, donc quand il est désactivé ou sablé. Donc, on va appliquer une solution chimique qui est reconnue. Enfin, c'est un produit qui existe, qu'on appelle un anti-graffiti et qui rend le nettoyage très facile. Vous venez avec un Karcher, vous nettoyez votre mobilier sans aucun problème. Et ça, on l'a d'ailleurs essayé même au niveau de l'usine. On a fait de la peinture, on a tagué les bancs et on peut facilement nettoyer le mobilier. Par rapport à la réparation, c'est un peu plus compliqué. Donc, bon, c'est un béton qui est comme architectonique, donc qui fournit une certaine durabilité et une certaine résistance. Bon, s'il est bousillé au niveau du chantier ou bien au niveau de la place, on peut réparer, tout comme tout béton, on peut venir avec un sika, avec un béton et venir un peu colmater. Maintenant, le rendu ne sera jamais comme la pièce initiale. Donc, on verra toujours la couleur qui n'est pas tout à fait la même, le béton qui n'est pas tout à fait le même. Surtout si on parle d'un béton qui est quand même, si on parle d'un béton qui est poli, donc on va polir au niveau du chantier, alors qu'au niveau de l'usine, on polit avec de l'humide. Au chantier, on va commencer à polir avec du sec. Donc, on n'est pas sûr d'avoir le même rendu. Donc, pour être franc avec vous, on a vu très peu de mobilier qui était endommagé au niveau des chantiers après la pause. Donc, on n'a pas trop vu ça. Maintenant, comme si c'est jamais vraiment le cas, si le dommage est trop apparent, il faut carrément songer à le remplacer. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit, on peut faire une réparation.
Et dans ce cas, on va le faire avec nos propres moyens, avec notre propre béton. Ça peut donner un résultat bon. On va quand même, comme j'ai dit, on va colmater un peu on va réparer un peu la casse, mais ça ne va pas vraiment donner le même résultat que sur la pièce qui est coulée en usine et finie en usine. Oui. C'est à moi? Alors, Oui, voilà. oui, OK. c'est à vous, Oui, monsieur Yann. bon, juste par exemple, ça c'est une phare de chez mon ordinateur avec les couleurs qu'on a déjà fait une fois. Vous voyez, les tendances sont dans tous les sens. Hein. Ouais, par exemple, c'est des choses avec je ne sais pas si vous le voyez, oui, avec des Oui, on le granulats. voit très bien. Oui, voilà, avec des granulats de différentes teintes, de fond de béton avec des différents granulats dedans. Je vais voir si je peux fermer. Voilà. En teinte, qu'est-ce qu'il faut demander chez nous quand on regarde nos couleurs standards? Bon, pour l'instant, on a les couleurs, c'est les 4 couleurs de base et on suit, allez, en Europe et je pense petit peu dans le monde, je pense, les tendances sont toujours, ça commence en Allemagne et Allemagne c'est le pays le plus bétonisé, je pense, que dans l'Europe. Hein. Après, les tendances suivent et on voit que dans le passé, c'était surtout des bétons lisses. Hein. Dans les années 2000, et ça a développé vers des bétons sablés. Hein. L'avantage, c'est d'un béton sablé qu'on vraiment ouvre le béton et on voit les granulats. Et à ce moment, on essaye, allez, je ne vais pas dire on essaye, on rapproche l'aspect de la pierre parce que 99% du matériel utilisé, c'est de la nature et c'est de la pierre. Hein. On voit moins la finition ciment, le béton, parce que on a presque surtout les choses qu'on utilise, on a une garantie, on a certaines garanties de stabilité de couleur, juste avec les ciments. Et là on n'a pas de non-fournisseur en garantie. À ce moment, on peut avoir des nuances, on peut avoir des inflorescences. Et c'est pour ça qu'en fabricant, pour donner un produit plus stable, on fait des traitements sur la surface pour retirer cet aspect ciment. Bon, comme je dis, ça tombe et ça joue dans les goûts. On a des gens qui aiment ça, mais on a des gens qui ne veulent pas vraiment, qui aiment un béton qui est nuancé. On a des gens qui veulent un béton qui est assez uniforme en couleur et en structure. À ce moment, il faut aller à des traitements et ça peut être un béton sablé. Mais on voit chez nous, en tout qui est mobilier urbain, on va plutôt pour le confort, pour la durabilité des produits, pour la stabilité des couleurs, on va plutôt vers des finitions polies, poncées. À ce moment, déjà, le béton est, à cause de la finition, le polissage, comme sur la pierre naturelle, le béton est plus fermé, il a moins d'absorption. On a déjà, sur la surface, on a presque 90%, c'est de la pierre naturelle, c'est des granulats, de granit ou de quartz. Ça change et ça ne bouge pas dans le temps. Et à ce moment, on réussit à combiner le beau de nature, qui sont les granulats, avec les avantages du béton. L'avantage du béton, c'est on peut faire des formes un petit peu plus grandes que les blocs, que la pierre naturelle. On peut combiner, on peut mettre des renforcements ou des ferrailles ou des armatures dans le béton, qui n'est pas possible dans la pierre naturelle. Et en plus, on peut combiner des autres produits comme de la pavage, comme des panneaux de façade, tout dans la même teinte, même style. Et ça reste dans le temps. C'est pour ça que nous, on voit tendance que tout qui est béton poli, ça a un certain coût supplémentaire, mais je pense qu'on triple plus que la durée de vie du produit. Et je pense surtout pour mobilier urbain, c'est quand même le but que ça reste quelques dizaines d'années sur place. Et c'est pour ça qu'on constate que beaucoup plus de maîtres d'ouvrage investissent un petit peu plus dans un produit haut de gamme pour quand même avoir une durabilité plus étendue. Je ne sais pas si ça... Oui, merci. Merci, Voilà. monsieur Yann. Ouais. Je pense qu'on va arrêter là. Oui. On vous remercie beaucoup pour avoir répondu à toutes nos questions. Pour ceux qui ont des questions supplémentaires, on va organiser une page sur le blog de Mabani où il y aura un formulaire où tous les auditeurs, tous ceux qui auront des questions supplémentaires pourront vous contacter. Donc, la parole est maintenant à notre cher président du Conseil régional des architectes de Tanger, Monsieur Mimoun, pour clôturer cette formation.
Bien, merci, c'est Karim. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, oui. Donc, merci Karim, merci à nos amis Le Roi et Azouzi pour leur présentation et pour les explications qu'ils ont données. Je pense que leur secteur est un secteur qui est amené à se développer d'une façon assez importante, vu que la rénovation de nos villes, la mise à jour de nos villes est une des priorités. Vous trouverez toujours les architectes comme partenaires dans vos projets. Et bon, donc là, je pense que on était 40, 50, 70 peut-être avec Facebook d'architectes qui ont participé à cette présentation, cette formation. Pour le reste, je pense que Karim a prévu d'enregistrer vos interventions et ils pourront en profiter prochainement. Je voulais aussi remercier Karim pour le soutien qu'il nous apporte toujours, pour son efficacité. Et donc, je donne rendez-vous à tous les architectes de Tanger à la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu samedi prochain. Merci à tous et bonsoir. Merci, cher Président. Au revoir. Merci encore, Monsieur Yann et Monsieur Nourdine. Et au revoir à tous nos auditeurs sur Facebook et sur Zoom. OK. Salut, au revoir.